Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 6 juin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est NDS. On pourrait quasiment dire saison estivale. L'été s'approche. On est en finale de la Coupe Stanley. Le match 1 est fait. Le match 2 a été fait aussi. Mais pour des raisons d'horaire, cet épisode est tourné un lundi. Donc, faites-vous-en pas. On va vous emmener les infos les plus près possibles de ce qui s'est passé. Alors, allons du côté du alacoupe.ca. Plusieurs nouvelles qui ont tombé récemment, dont Michael Pezzetta qui a prolongé pour encore 2 ans à Montréal. L'homme à la chevelure au vent et qui adore taper sur des margoulettes reste à Montréal. Le favori de la foule, on s'entend pour Michael Pezzetta. Il va amener de la profondeur. C'est un attaquant qui a l'air d'être très plaisant de vestiaire. Les joueurs ont l'air vraiment beaucoup de l'aimer. Donc, on est content du fait que Michael Pezzetta reste à Montréal. Sinon, Anthony Cyr a relaté la fin d'Éric Bélanger avec les Voltigeurs. C'est dernier que la nouvelle direction décide de prendre un nouveau chemin en termes d'entraîneur-chef. Sinon, Maxime Cyr, qui écrit la finale de la deuxième chance en parlant des Panthers de la Floride. On se souvient que Max est un énorme fan de la Panthère. Et la deuxième chance étant la finale de 96 aussi. Max fait un petit lien. Sinon, les remparts remportent la Coupe Mémorial, texte de Gabriel Saint-Pierre. Sinon, la nouvelle qu'on va parler plus tard avec mes invités, Cole Caulfield a signé son contrat par de 8 ans, 7,85 millions de dollars par année. Et finalement, en route vers le repêchage de la LHJMQ, la recrue Olivier Lampron qui fait une entrevue avec nul autre que Guillaume Dalpé dans notre secteur LHJMQ. Donc, au menu aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de la finale de la Coupe Stanley, on va parler du Canadien, dont la signature de Cole Caulfield, mais aussi quoi faire avec nos choix au repêchage. On se souvient que le Canadien a 2 choix de premier tour. Quoi faire avec eux? Est-ce qu'on repêche 5e puis on échange le 32e? Est-ce qu'on repêche les deux? Est-ce qu'on échange le 5e? On va discuter de ça avec nos collabos et aussi 2 autres mini-jeux. J'espère que vous avez bien aimé ceux-là de la semaine passée. Alors, on ramène 2 autres mini-jeux de l'ancienne version de NDS. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et sans plus tarder, accueillons mes invités avec nous. Nul autre que Henri Babin, Ced, je travaille chez Bell, Cross-au-Jacques et comment vous allez les boys? Ça va. Ça va très bien, ça va très bien. Alors messieurs, la finale de la Coupe Stanley a commencé. Je ne sais pas pour vous, j'ai été déçu du résultat du premier match. Serge B, comme disait Paul, s'est occupé de garder les Panthers dans le match, mais défensivement, ça a été très compliqué. Vous avez pensé quoi de ce premier match entre les Chevaliers Dorés et la Panthère? Moi, comme tu as dit, pour vrai, Bobrovski a joué une grosse game, mais je pense que défensivement, la Panthère s'est pas présentée. Offensivement, oui, mais défensivement, ça a été un peu plus compliqué. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils améliorent ça pour les prochaines games si ils veulent avoir une chance de soulever le trophée, parce que on sait que l'attaque des Golden Knights est très bonne. Fait que, va falloir s'ajuster, je pense. Comme Cédric a dit, excuse-moi de te couper, mais comme Cédric a dit, on s'attendait pas mal à une série offensive des deux bords. C'est pas pour rien que ces équipes-là sont rendues là, sauf qu'il faut jouer autant en zone offensive qu'en zone défensive. Puis il faut prendre ses responsabilités au niveau de la ligne bleue. Des Panthers vont avoir une chance de pouvoir s'imposer dans cette série. Puis Oli, du côté des Panthers, je crois que ça t'a bien fait rire te connaissant quand Paul Murray se dit on a déjà perdu le premier match contre Boston. Just fucking breathe. T'es capable, tu penses à quoi quand Paul Murray se dit ça? Est-ce que c'est vraiment calme du côté de la Panthère ou tu penses qu'on essaye de calmer les médias, mais on peut être stressé? Non, moi je pense que Paul Morris a une confiance absolue envers ses joueurs. Depuis le début des séries, là, je veux dire, les Panthers, on en a vu de l'adversité. C'est pas une défaite qui va nous mettre hors des séries, là, loin de là. Et puis, moi je pense que, en tout cas, mon opinion à moi, je m'attendais à un match plus difficile du côté des Panthers. Ça fait plus d'une semaine qu'on était en pause. Des fois, on parle des côtés bénéfiques, on peut reposer les blessures puis les joueurs, mais faut pas oublier que des fois, quand tu es une semaine en dehors de la glace puis tu joues pas de game, là, le temps de revenir puis rendu en finale de la Coupe, écoute, ça fait encore plus mal que si c'était des matchs de saison. Fait que moi, le premier match, je m'attendais à ça personnellement, mais je m'attends à un gros retour de la part des Panthers, match numéro 2. Parfait, ça. Les gars, vous avez pensé quoi du match de Matthew Tkachuk? Est-ce que les Panthers dépendent trop de Matthew Tkachuk? 100%.
Surtout cette saison, en fait, plus dans les séries, je trouve que. En fait, ça va paraître un peu étrange dit comme ça, mais je trouve qu'il est surutilisé, Matthew Tkachuk. OK. Même si c'est ton meilleur joueur, même si c'est lui qui te, désolé l'anglicisme, mais carry depuis le début des séries, je pense qu'il faudrait quand même lui donner un peu, pas du temps de repos, mais tu sais, qu'un attaquant joue 20-22 minutes par match, là, c'est énorme là, quand même pour un attaquant. Fait que, tu sais, moi, je pense que, surtout que rendu en finale de la Coupe, je pense qu'il commence à être un petit peu fatigué. Fait que, je pense qu'il faudrait peut-être voir à apporter quelques changements pour les prochaines parties. Là. Toi, Ben, un Henri, peu, dans le cas de Matthew Tkachuk, je vais continuer à te lancer sur le point, peut-être avec un autre angle. Est-ce que le fait que la Panthère a sorti les Hurricanes en 4 a sorti Matthew Tkachuk de son élan, vu qu'il y a eu un long temps de pause? Ben, c'est très possible. On sait tous les effets que ça peut avoir. Puis comme Ali a dit, ben, on peut s'attendre à un match plus difficile au match numéro 1. Oui, pratiquer, je suis sûr que les Panthers ont pratiqué presque à tous les jours possible entre les deux séries, mais pratiquer puis jouer des matchs de la Stanley Cup, c'est deux trucs complètement différents. Fait que niveau préparation, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de se mettre dans le beat, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que les responsabilités sont pas juste à Matthew Tkachuk de se mettre dedans, mais il y a une équipe autour de lui qui fait en sorte qu'il est là aujourd'hui. C'est tout le monde qui faut prendre ses responsabilités. Verhaeghe, Barkov, les gars lignes bleues comme Ekblad, Uyghur, pas Uyghur, excuse, Montour, je veux dire. C'est tous des gars qui ont été bons, mais qu'il faut qu'ils restent bons aussi. Puis c'est là que ça compte. Fait que c'est là que c'est le temps de se réveiller aussi. OK. Du côté des Golden Knights, les gars, oui, on a joué une bonne performance contre une équipe qui, défensivement, était pas fameux. Oli, est-ce que, selon toi, tu continues à garder le plan du premier match ou tu essaies d'apporter des ajustements, sachant que la Panthère est capable de riposter? Ben, écoute, depuis le début des séries, les Golden Knights jouent de la même manière, puis on voit, tu sais, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur. Les 4 trios là, peuvent apporter quelque chose. On l'a vu là, dans le dernier match de la série face aux Stars de Dallas. C'est le 4e trio là, qui a fait la différence du côté de Vegas. Alors, du côté des Panthères, tu sais, on dépend beaucoup de Bob dans les buts. Oui. Alors, je veux dire, moi, du côté de Vegas, je ne change absolument rien. Je garde la même recette. Je veux dire, c'est rare que tu vois une finale de la Coupe Stanley se terminer en 4 matchs. Là. Très rare. Alors, du côté de Vegas, il ne faut pas s'attendre à terminer ça en 4 non plus. Là. On le sait que chaque match va être difficile, mais moi, en tout cas, je ne change pas de recette, mais tu veux absolument aller chercher les devants en débutant le match. C'est sûr et certain parce que les Panthères, dès qu'ils marquent en premier, tu le vois, ces gars-là, là, c'est des gars qui mangent les bandes. Là, hein? Ouais. On parlait de Tkachuk tantôt. Là, ces gars-là, un coup qu'ils mettent le premier but, la pression, le momentum, on dirait que du côté des Panthers. Fait que du côté de Vegas, on veut marquer en premier, surtout qu'il faut profiter aussi de l'avantage de la glace hein, avec la foule. Ouais. Fait que non, moi, du côté de Vegas, je ne change absolument rien. OK. Vous autres, les gars, si vous continuez dans le chemin d'Oli qui serait de rien changer, ou vous essayez de regarder des tapes des games où les Panthers ont mieux répondu pour essayer d'ajuster vos affaires? Ben, c'est sûr que je regarderais, je regarderais des games, mais comme Oli a dit, moi je pense que tu ne changes pas une formule gagnante. Ça a quand même bien été pendant le premier match pour les Golden Knights. Fait qu'en vrai, moi je pense que tant que tu gagnes et tant que tes joueurs jouent bien, je vois pas pourquoi il apporterait des changements. Comme Cédric dit, c'est bon de regarder les vidéos parce qu'on peut jamais ne pas être assez informé de ton adversaire. Sauf que on a été offensif depuis le début des séries. C'est pas là que c'est le temps d'avoir un plan de match différent. On peut peut-être essayer de jouer avec des trios pour savoir qui joue mieux ensemble, mais honnêtement, je pense que si tu gagnes lors d'une finale de la Coupe Stanley, ton premier match 5-2, tu es capable de continuer de gagner pour le reste de la série. Donc, messieurs, avant de se lancer dans nos prédictions, même si c'est 1-0 dans la série, on peut toujours prédire, bien évidemment. Oli, je vais commencer avec toi. Les clés ou la clé du succès pour l'équipe floridienne, ça serait quoi, selon toi, pour gagner la Coupe Stanley? Ben, ça revient encore au gardien de but, mais que lui, de son côté, continue de donner d'excellentes performances. Comme Henri et Ced, on parlait un peu tantôt, ça va prendre une meilleure performance générale en tant que telle, je pense. Là. Pour les matchs, comme on dit, on s'attendait à ce qu'il soit plus soft sur la glace à cause du long break. Mais ça va prendre une meilleure performance. Là. On a des joueurs comme
J'en ai un qui me vient tout de suite en tête, là, c'est Ekblad. Là. Je sais qu'il a subi une blessure au début des séries puis qu'il joue sûrement hypothéqué, mais ça prend une meilleure performance. Là. Ce gars-là, c'est ton carrière du côté des Panthers, puis il joue pas de très bonnes séries. En tout cas, les 2 dernières séries que je l'y vais aller, il y avait des matchs qui sortaient mieux, des matchs qui sortaient moins bien. Le dernier match n'a pas été son meilleur. Fait que si les Panthers veulent gagner, c'est ton défenseur qui joue le plus de temps sur la glace là, avec Montour. Fait que ça te prend ces défenseurs-là, il faut qu'ils reviennent là, à la charge. Dans ton côté, Henry, si je t'amène dans l'équipe opposée, selon toi, ce serait quoi la clé du succès pour les Golden Knights? Comme je le dis depuis tantôt, c'est d'être offensif. D'être offensif et d'être constant en offensive, et pas juste constant, mais aussi il y a un peu de chance là-dedans. Tu peux avoir des opportunités, puis encore, mais pas être capable de mettre dedans. Mais c'est avoir l'opportunisme en série finale, de marquer quand tu as des occasions. Ça va être extrêmement important parce qu'on sait que Bobrovsky peut être vraiment dangereux pour une équipe. Effectivement, effectivement. Donc, messieurs, allons du côté de nos prédictions. Je vais commencer avec toi, Ced. 1-0 Vegas. Quelle est la prédiction de Ced le devin? Bah, moi, je vais continuer à dire, comme j'ai dit depuis le début, moi, je vais encore continuer à dire Panthers en 6. Panthers en 6. Moi, je pense que justement, là, on s'est fait ramener sur terre un peu, là, après avoir sorti la Caroline en 4, dans un sens, peut-être qu'ils se pensaient un peu invincibles, mais moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose pour les Panthers d'avoir perdu le premier match. Parce que justement, ça leur prouve qu'ils vont avoir du travail à faire et qu'ils ils pourront pas se la couler douce. OK. Mais moi, je continue à dire Panthers en 6. Dans ton cas, Henry, est-ce qu'on est dans la même veine de prédiction ou on s'en va dans l'équipe du Nevada? J'irais quand même avec Cédric avec un j'espère Panthers en 6. Les Panthers ont su montrer qu'ils pouvaient être monstrueux autant à domicile que sur la route. Il faut juste être présent. Puis je pense que c'est un wake-up call le premier match. Puis je pense, en tout cas, je m'attends à voir une équipe complètement différente sur la glace pour le reste de la série. OK. Et toi, Oli, finalement, ta prédiction, mon cher? Moi aussi, je vais y aller avec un j'espère Panthers, mais je vais y aller en 7. Oh, ouais, okay. Je pense qu'on va avoir le droit à une longue série, mais je pense qu'au final, c'est les gardiens de but qui vont faire la différence. Là. Du côté de Hill, il donne d'excellentes séries. Oui. Il y a des matchs qui est moins présent. On l'a vu là, avec les derniers matchs. Là. Tandis que Bobrovsky est constant. On sait c'est un gardien de but qui est capable d'être numéro 1 quand c'est le temps. Puis je pense que depuis le début des séries, il l'a prouvé. Hill, c'est plus une surprise là, depuis le début des séries, depuis qu'il est arrivé devant le filet. Fait que je pense que juste à cause de ça, moi, j'ai allé avec Floride, mais en 7. Moi, de mon côté, je rejoins l'équipe de 2, les Panthers, du moins je l'espère, en 6. Je pense que les Golden Knights, c'est de loin l'équipe la plus haïe sur ce podcast. et de loin. Et de loin. Oli, avant qu'on change de sujet, la prédiction de Masterdan pour le fun? Masterdan, Floride. Floride en combien? En 6. En 6? OK. OK, pour les autres qui ne le savent pas, c'est le père Oli a un bon success rate dans ses prédictions. Fait qu'on espère que Masterdan ait celle-là de bon aussi. En espérant de ne pas voir les Golden Knights soulever le fabuleux trophée. Maintenant, côté des Canadiens, les boys, grosse nouvelle. Je pense que vous l'avez tout ça, à moins que vous habitez en dessous d'une roche. Cole Caulfield, prolongation de contrat. 8 ans, 7,85 millions de dollars par année. Il était temps. Il était temps. Oli m'a commencé avec toi. T'en penses quoi de cette signature-là? Est-ce que c'est un bon montant pour Cole Caulfield? Moi, je suis très content de ce contrat-là. Je pense qu'on s'attendait pas mal tout parce que au niveau salarial, là, ça tourne autour de ce chiffre-là qui a été donné. Même qu'il y a eu un bout là, qu'on pensait que ça allait être beaucoup plus que ça. On parlait à un moment donné, on parlait de 9 millions qui allait être payé plus que Nick Suzuki parce que, comme on dit dans la Ligue nationale, les scoreurs naturels sont de plus en plus rares. Je veux dire, c'est ce qui est le plus rare. Fait qu'on parlait de même le payer plus que Suzuki. Puis là, tu vois le montant. En tout cas, moi, je suis très content du contrat. Puis si on parle en termes d'années, je pense que c'est un gars que tu veux y aller dans ton équipe longtemps. Là, des marqueurs naturels comme ça, tu veux pas perdre ça. Et puis, tu sais, j'ai aimé les commentaires qu'il a donnés aussi, tu sais, en tant que tel, qui disaient qu'il ne voulait pas avoir un contrat pont pour voir au niveau de ses points, de ses performances, pour avoir un plus gros montant après. Lui, il est là pour performer puis être un des leaders de l'équipe. Ça fait juste montrer que le gars, il est là pour l'équipe et qu'il l'a tatoué sur le cœur. Puis honnêtement, ben, des gars à Montréal de même, t'en veux. Là, tu sais, on parlait de Pezzetta tantôt, là, que le CH a tatoué sur le cœur et qu'il se défonce pour l'équipe.
à Montréal, c'est des joueurs comme ça que ça nous prend et qu'on aime. Exact. De ton côté, Henri, on est clair du côté de Kent Hughes. On va faire la même technique que les Bruins ont fait avec Patrice Bergeron. Personne ne sera payé plus haut que le capitaine. Est-ce que tu es pour ou contre cette technique-là? Ben, tout dépend du talent de ton capitaine, mais dans la situation qu'on est à Montréal, je pense que ça fait du sens. Nick Suzuki est un très bon joueur dans les deux côtés de la glace. Il est le genre de centre que tu veux pas te départir dans ton équipe et que tu as besoin. Cole Caulfield, lui et Suzuki sont les gars qui te font vendre des billets, sont les gars qui remplissent tes estrades et qui vendent le plus de chandails. Fait que c'est le fun de garder ça ici à la maison. C'est parfait. C'est ce que le Canadien avait de besoin. C'est ce que le Canadien montre que c'est un bon exemple. Ça fait juste peut-être anticiper les autres joueurs à rester là long terme aussi quand tu as des gars de même que tu sais qui savent qu'on est là pour 7-8 ans encore. Exact. Puis, Ced, quand tu es Kent Hughes, on s'attend que si un joueur accepte, un joueur étoile comme Cole Caulfield pourrait le devenir, qui accepte d'être payé moins cher que le capitaine, est-ce que ça peut te faire un argument de négociation quand tu vas parler à d'autres joueurs pour des contrats? Ben oui, 100%. Là. C'est sûr que si un marqueur naturel comme Caulfield accepte d'être payé moindre que le capitaine, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur tes autres signatures. Mais pour revenir à ton autre question d'avant, en fait, c'est que je suis d'accord, mais je suis pas d'accord que les joueurs doivent être payés moins cher que le capitaine. Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord. En fait, c'est que tout dépend, je parle mettons dans les agents libres, là. Tout dépend de l'envergure du joueur, mais c'est que j'ai peur que ça puisse freiner le Canadien à signer certains joueurs étoiles. OK. C'est ce que je veux dire. Mettons, prenons l'exemple, je dis n'importe quoi. Admettons, Patrick Kane voulait signer à Montréal. OK? Mais est-ce que si Patrick Kane demandait, admettons, 2 ans, 9 millions par année, est-ce qu'on s'empêcherait d'avoir Patrick Kane à 9 millions par année, vu qu'il serait payé plus cher que le capitaine? C'est ça que je veux dire par là. Mais moi, de la manière que j'ai vu ça, là, parce qu'on voit ça assez souvent, les DG qui se contredisent, là. Moi, de la manière que je voyais ça, le propos qu'il a dit, c'est il dit ça parce qu'avec ce qui s'en vient, les signatures qui s'en viennent à l'interne. Moi, je pense que c'était une mise en garde qu'il lançait aux joueurs qui restent à signer à Montréal. Puis après ça, quand on va arriver le temps de s'attaquer aux joueurs. Parce que je comprends ton point amplement, mais comme tu dis, si, mettons, un gars comme Patrick Kane, c'est un joueur qui peut te faire gagner tout de suite, pourquoi tu passerais à côté? Parce que tu veux respecter la parole que tu as dit. C'est ça. Ça ferait pas de sens. Honnêtement. Moi, je pense que c'est plus une mise en garde en voulant dire, regarde, aujourd'hui, vous voyez Cole Caulfield a signé à ce montant-là, on n'ira pas au-dessus de ça. Parce qu'il te reste des gars à Montréal à signer, là. Il t'en reste une coupe encore, là. Ouais. Tu veux garder, je parle, il y en a une coupe qu'on va se départir probablement, mais il y a des joueurs que tu veux signer et garder. S'il veut des contrats à long terme, tu t'établis tout de suite une règle, une norme en disant on ne dépassera pas ce salaire-là. Ce qui est là, bon. C'est sûr que Drouin va être triste, là, vous le savez, les gars. Drouin qui veut être payé plus que Caulfield, non, on le sait tout, évidemment. Ça faisait longtemps que Drouin ne savait pas manger des balles perdues dans ce podcast-là. Fallait ramener la tradition. Ça me rappelle les anciens podcasts. Ouais, salut Joe, si tu nous écoutes. Oh boy. Mais Henri, un attaquant vedette comme ça, qui est clair avec toi dans les négociations que qui veut pas un contre-pont, quand tu es un DG, est-ce que ça te fait sourire ou pour certaines situations, ça pourrait te faire grincer des dents? Ça dépend de la performance du joueur. Caulfield, il était blessé la moitié de l'année, mais dans la partie de la saison qu'il a faite, il a eu une très bonne saison. Alors, on peut se dire que si ça avait été prolongé, on n'aurait pas eu d'inquiétude par rapport à la performance de Caulfield. Par ailleurs, un exemple que je trouve très bon contre Pont, si on veut, de mon équipe, Patrick Laine à Columbus. Patrick Laine, qui a connu un 2020-21 vraiment pas bon, mais que ça fait 2 saisons que là, il est blessé pendant la moitié de la saison, mais il y a 1 point par match. C'est pas mauvais, 1 point par match, on s'entend que tu veux ça dans ton équipe, mais quand tu as 56 points à la fin de l'année, puis tu fais « Ah, 56, c'est pas gros, mais oui, mais en 56 matchs, là, tu dis « OK, mais est-ce que je le signe 8 ans de temps? Oui ou non? » C'est pour ça que je pense que Columbus, des deux côtés, ils étaient d'accord de se mettre sur un 4 ans. Mais dans le cas de Caulfield, où ce qui est jeune, on connaît son potentiel, on sait ce qu'il vaut déjà, on sait déjà qu'il vend les chandails à remplir, il remplit les estrades.
on garde-les le plus longtemps possible. Puis un contre-pont, tu vas peut-être te mettre dans le chenoute, pendant 4 ans, il faudra que tu le payes peut-être 11 millions par année, si c'est ça qui vaut. Genre. Tandis qu'aujourd'hui, ben, je pense que le gamble n'est pas si pire, puis les risques de flop sont beaucoup moins présents, je pense. Fait que je pense que c'est une très bonne affaire d'avoir Snake O'Phil. Puis, Oli, on parle que Cole Caulfield, il veut démontrer que c'est un leader avec ce salaire-là. Il a démontré qu'il est très content d'être à Montréal. On sait que le Canadien a beaucoup de misère par le passé à garder des attaquants vedettes chez eux. Est-ce que le fait que Caulfield passe ce message-là dans la Ligue, le fait que Suzuki passe ce message-là dans la Ligue indirectement avec la durée de son contrat, est-ce que ça veut dire que le changement de direction peut devenir attrayant pour les joueurs autonomes? Ben, totalement. Moi, honnêtement, je veux dire, déjà, tu montres que Kent Hughes démontre que son plan qu'il est en train de mettre en place fonctionne. Je veux dire, les joueurs, il le dit, on va construire autour d'un noyau. Puis son noyau, il ne s'est jamais caché pour dire c'était qui son noyau. Puis je veux dire, actuellement, là, tu viens de signer un des joueurs qui fait partie de ton noyau principal, qui est Cole Caulfield. Je veux dire, Montréal, leur succès dans les prochaines années va clairement passer par Suzuki et Caulfield. Fait que moi, de voir ça, mettons, je suis un joueur qui va donner. Tu sais, Montréal, là, c'est un des plus beaux marchés, si c'est pas le plus beau marché de hockey que tu peux trouver dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis, tu sais, on sait, là, avec les trucs de salaire, puis les impôts, puis que ça peut ralentir certains joueurs dans le processus de venir à Montréal. Mais je veux dire, quand tu regardes le groupe de jeunes espoirs, puis de joueurs qu'on a déjà établis dans l'équipe, moi, je trouve ça très attrayant de venir à Montréal. Tu sais, je veux dire, on a vu, tu sais, on voit, mettons, Rob Brindamour avec les Hurricanes. Oui. Il y a plusieurs joueurs qui ont été attirés d'aller jouer là parce qu'ils ont un grand respect pour Rob Brindamour. Mais là, je veux dire, on a Martin Saint-Louis en arrière du banc. Faut pas oublier, là, c'est un autre point qui peut attirer beaucoup de joueurs. D'avoir un coach qui a connu autant de succès dans la Ligue nationale puis qui connaît la game, comme on dit, ça peut attirer beaucoup de joueurs. Là, et de voir aussi que le plan qui a été dit par le DG est appliqué, ben, le gars, il se contredit pas, fait que c'est encore plus intéressant. Puis ton joueur préféré, Jake Allen, l'a mentionné qu'il s'est texté beaucoup plus souvent en se faisant poser des questions sur Martin Saint-Louis que pour savoir comment il va. Fait que ça en dit long sur l'intérêt des joueurs envers Martin Saint-Louis. Maintenant, les gars, dernière question avant de parler du repêchage. Le joueur préféré à Montréal de Oli, Pierre-Luc Dubois, il reste 11 millions sur la masse salariale du Canadien. On a des joueurs à signer. Je peux aller jeter un coup d'œil en même temps de vous poser la question. Est-ce que vous seriez pour ou contre une arrivée de Pierre-Luc Dubois quand il vous reste 11,2 millions disponibles et il vous reste la super vedette Denis Gurianov a signé, la superstar Jonathan Drouin a signé, des Alex Belzile et des Chris Tierney. Est-ce que pour vous, vous allez chercher Dubois ou vous voulez prolonger vos attaquants de profondeur? Ben, moi, honnêtement, c'est sûr qu'un gars comme Dubois, je dirais pas non, mais encore une fois, ça dépend le prix que tu as à payer pour. Mais c'est sûr que je pense que ça serait vraiment pas mal mieux qu'un Drouin, qu'un Hoffman ou que. Ça battrait peut-être pas Basile, par exemple, là, mais. Non, mais sans faire, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui dirait non à un joueur comme Pierre-Luc Dubois, mais comme je dis, ça dépend de ce qu'on donne pour. Toi, exactement. vas-y, Henri. Excuse-moi, Loric, mais pour enchaîner, exactement comme Cédric, tout a un prix. Tout dépend de combien tu payes. Il ne faut pas faire les fafans partir en fou puis dire que on va donner ce que Winnipeg veut pour Dubois pour faire plaisir à tout le monde, mais je pense vraiment pas que ce soit le genre à Kent Hughes non plus. Surtout quand les Winnipeg, je vais continuer sur ton point, surtout quand Winnipeg demande Suzuki ou Kirby Dach. Ouais. Ça part mal. Mais c'est ça. C'est un bon joueur de centre qui serait un très bon fit, je pense, sur la deuxième ligne du Canadien. Question d'apporter plus de grosseur aussi, puis un impact positif dans l'équipe. Sauf qu'en ayant justement un Kirby Dach qui est un peu physiquement comme un Pierre-Luc Dubois, mais c'est là que tu dis, veux-tu continuer de développer Dach qui est plus jeune, qui peut devenir tout ce que Pierre-Luc Dubois fait s'il se développe bien, ou tu veux apporter plus de profondeur qu'un gars un petit peu, mais qui n'est pas vieux, Pierre-Luc Dubois, mais il est comme plus vieux que certains noyaux du centre de l'équipe du CH. Ça dépend. C'est sûr que moi, si j'étais le Canadien, je prendrais peut-être plus un guess sur son agent libre d'éligibilité l'année prochaine que par échange cette année.
Parce que, premièrement, ça coûte beaucoup moins cher. Puis, deuxièmement, si lui veut venir ici, j'ai un bon argument pour payer moins cher, d'ailleurs. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est plus, oui, très intéressant, mais tout un prix. Il faut pas partir en folie non plus, parce que je pense pas que c'est la mission principale du Canada. Puis toi, Ali, exemple, tu réussis à mettre la main sur Pierre-Luc Dubois. On sait à quel point tu adores ce scénario pour le Canadien. Euh, est-ce que tu paierais Dubois plus cher que ton capitaine si jamais il demandait plus? Non. Non. OK. C'est aussi simple que ça. Mais juste dire un commentaire par rapport à ce qu'Henri disait. Là. Il parlait de tout un prix et tout. Justement, je ne comprends pas du côté de Winnipeg comment on réfléchit. Parce que tu l'as dit, on a demandé Nick Suzuki ou Kirby Dack. Je veux dire, Winnipeg, ben, en tout cas, de mon côté, on n'a pas le gros bout du bâton. Là, parce que si on attend, on continue de demander des prix aussi élevés pour ce joueur-là, la course contre la montre, l'expression est partie. Là. Je veux dire, d'ici un an, tu vas le perdre pour absolument rien si tu continues de demander des gros prix comme ça. Là. Je veux dire, c'est overpaid là, pour un Pierre-Luc Dubois. Là. C'est un excellent joueur. Là. J'en avais absolument rien. Puis c'est un excellent top 6 dans la nationale. Mais pour un Kirby Dack ou un Nick Suzuki, aucunement. Puis si on continue de demander des prix élevés, ce qui va arriver, c'est qu'ils ne trouveront pas preneur puis ils vont le perdre pour rien. Puis des situations qui sont arrivées similaires dans le passé, il y a celle de John Tavares, que les Islanders ont perdu pour rien. Et il ne faut pas oublier Patrick Kane, que les Hawks ont eu un retour, on ne va pas se cacher, de marde pour Patrick Kane. Mais là, messieurs, allons au repêchage avant d'aller dans le mini-jeu. Le temps commence déjà à flyer. Vous faites quoi si vous êtes Kent Hughes avec le 5e et le 31e ou 32e choix au repêchage? Est-ce que vous faites partie des gens qui veulent repêcher à tout prix avec les deux? Est-ce que vous échangez un des deux? Est-ce que vous reculez au repêchage? Vous faites quoi avec ces choix-là? On va commencer avec toi, Henri, vu que c'est toi qui voulais parler de ce sujet-là en premier. Toi, tu fais quoi comme stratégie si tu t'appelles Kent Hughes? Je trouve que le Canadien a une situation vraiment intéressante. Puis je pense que, en tout cas, dans mon cas, le 5e choix, il est intouchable à moins d'avoir une aubaine. Le 5e choix de repêchage de cette année va être un joueur d'extrême qualité. Donc, on parle entre. Bédard ne tombera pas au 5e. Fantilli, ça m'étonnerait. Carson, peut-être, mais ça m'étonnerait aussi. Mais on parle de peut-être Smith ou Mishkov si le Canadien veut faire un long shot. Mais je pense que Mishkov top 5, c'est pas mal de sens. Là. Ouais. Mais même à ça, un petit peu en bas, mettez cette course-là de top 5, là, élite cette année. N'importe qui pourrait peut-être potentiellement être numéro 1 dans un autre repêchage. Alors, je pense qu'on a une très bonne cuvée de repêchage. Il faut justement en profiter et repêcher un joueur qui pourrait potentiellement être générationnel pour notre équipe. Je pense pas qu'il y ait un flop dans ce top 5-là, puis le futur va nous le prouver. Mais si on échange ce choix-là, ça m'étonnerait pas qu'on s'arrache les cheveux d'avoir cet échange-là dans une dizaine d'années. Fait que je pense qu'on garde ce 5e choix-là. Puis ce qu'on peut faire avec le 30, 31, 32, dépendamment de ce qui arrive, on peut écouter les appels. Moi, si j'étais Kent Hughes, j'irais pas nécessairement de l'avant. J'écouterais les appels, à moins que j'aille aucun joueur sur ma liste dans ce range-là qui m'intéresse. Mais reste à là que je suis sûr qu'il y a des positions à combler pour des prospects chez le Canadien. Puis je suis sûr qu'on peut trouver un joueur de très bon talent dans ce rang-là. Sauf que je serais ouvert aux appels, voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui sort. Avec ton 32e choix, avant de passer aux autres gars, est-ce que tu essaierais de faire une transaction à la Kirby Doc? C'est sûr que ça a été très intéressant. Transaction à la Kirby Doc, on s'entend que ça a bien tourné. Mais comme je te dis, ça va dépendre des disponibilités, ça va dépendre de ce que les Canadiens ont besoin. Je sais qu'en ce moment, à la défense, niveau défenseur, top 6 en ce moment, qui sont comme prêts à jouer et dans leur prime, ça fait très dur. Comme prospect, je pense que ça se développe assez bien. On a des très bons prospects à la défense qui peuvent devenir des excellents joueurs. Est-ce qu'on va aller chercher peut-être un prospect semi-établi, que j'appelle, autour de 21 à 23 peut-être? Ça pourrait être une très, très bonne idée. Reste là à savoir c'est quoi le plan général de Ken, c'est quoi ses options principales, ce qu'il veut aller chercher. Et je suis sûr qu'il va, peu importe ce qu'il va faire, je pense qu'il va prendre une décision qu'on va pas mal tous d'accord. Toi, Seth, dans ton cas, que fais-tu avec les choix du Canadien? Moi, honnêtement, je rejoins Henri à 100% sur ce qu'il dit. Là. Le 5e choix, là, à moins vraiment d'un appel puis d'un offre que tu peux pas refuser, tu y touches pas. Là,
honnêtement, j'ai juste rien d'autre à dire de plus. Henri a tout dit, je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. OK, m'a posé une autre question. Avec le 5e choix au total, est-ce que tu. Avec qui t'intéresse le plus au repêchage? Avec tout ce qui est sorti, maintenant, on sait qu'on a plus de nouvelles sur Matvei Michkov qui sont pas les meilleurs, mais on a plus d'informations sur la recrue, on a plus d'informations sur les recrues qui rentrent. Est-ce que pour toi, Michkov est toujours une option ou tu crois que le Canadien va prendre une autre direction? Ben, moi c'est sûr que si je vois un Matvei Michkov disponible au 5e choix, je saute dessus. Là. OK. C'est sûr à 100%. Pour moi, Michkov, c'est un joueur que, selon moi, il n'y a pas un autre gars comme Matvei Michkov dans ce repêchage-là. Puis, honnêtement, ça va. Je pense, le fait qu'il soit russe aussi, c'est bien rare que des joueurs russes aussi attendus que ça, je vais dire ça de même, que ça floppe. Puis surtout que, tu sais, oui, ok, on n'a peut-être pas eu les meilleures nouvelles sur Matvei Michkov, mais tout le positif qui ressort de ce gars-là, je pense que ça peut en amener vraiment beaucoup aux Canadiens. OK. OK. Donc, toi, tu essaierais beaucoup de viser la jeune étoile russe. S'il est disponible, j'irai à 100%. Et Oli, toi, tu ferais quoi avec ces deux choix-là comme stratégie du côté de Cat News? Moi, je ne peux pas répondre à la question. Mon agent me dit que je ne peux pas répondre parce que je risque de sortir 31e ou 32e. Ah, OK! Non, OK! Plus sérieusement, moi, je rejoins les gars par rapport au choix numéro 5. Je ne touche pas à ça. Je trouve que cette année, il y a beaucoup. Tu sais, le top 10 est excellent. Fait que moi, 5e choix, je ne touche pas à ça. Puis je rejoins 7 par rapport à Michkov. J'aimerais beaucoup l'avoir à Montréal. Puis ben, c'est ça, Léo Carlson ou peu importe, là, c'est d'excellents joueurs. Donc moi, choix numéro 5, je ne touche pas à ça. Par contre, ce qui est du 31e, 32e, comme Henri a dit, j'essaierai pas de le vendre, mais j'écouterai les offres. Mais j'aimerais beaucoup voir Montréal aller chercher un gardien de but. Oh! Donc, je sais pas, je sais qu'on a parlé, le jeune, il l'a regardé, on parle beaucoup de, je sais pas si je vais le prononcer comme faux, Scott Ratslav. On parle de lui, là, qui est probablement le meilleur gardien de but qu'il y a disponible. On parle de lui qui devrait sortir entre 40 et 50. Ça dépend toujours de est-ce qu'il y a une équipe qui le veut, qui a vraiment besoin d'un gardien de but qui va aller chercher plus tôt. Les gardiens de but, c'est toujours un peu ambigu, là, j'ai l'impression, quand on est au draft. Mais j'aimerais beaucoup voir Montréal mettre la main sur un gardien de but parce que, oui, on a Montembeau puis il est assez jeune. Mais j'aimerais ça en avoir un qui se développe de A à Z avec nous. Puis comme on a vu, ben Primo, c'est pas. En tout cas, Primo, pour l'instant, ne le démontre pas. Je veux dire, ça fait 3-4 ans qu'il a sa chance, puis là, il passe à côté du train. Là. À un moment donné. Puis c'est pas Jacob Dobèche, je crois, qui va être le prochain gardien vedette du Canadien. Ouais, tu sais, ça m'en prendrait un ça prendrait un gardien de but qu'on ne draft pas 6e pour dire qu'on a drafté un goaler. C'est ça, je veux dire. Ça prend un gardien de but qu'on va drafter premier tour ou deuxième, troisième tour, qu'on sait qu'il va avoir a un potentiel plus élevé qu'un gars qu'on draft 6e juste pour dire qu'on a drafté un goaler. Exact. Puis oui, Scott Ratslav, je pense que c'est ça que tu as dit. Ouais, Ratslav, je peux trop. Ratslav. Il y a aussi Michael Rabal qui peut sortir dans les mêmes coins. Gardien qui commence à très hyper pour le repêchage en concurrence avec Ratslav qu'on a eu en entrevue. Si jamais vous voulez aller voir l'entrevue exclusive avec Michael Rabal, on fait une petite log en même temps. Mais le Canadien avait démontré de l'intérêt envers Rabal. Ça fait longtemps qu'on le sait. Bon, Michael n'a pas voulu l'avouer sur l'entrevue. Je le comprends amplement. Puis, tu sais, ça reste des rumeurs aussi. Mais moi, je pense que le 32e choix, s'il y a un gardien assez intéressant, je ne vends pas mon choix. Je pense que vous pouvez me rejoindre là-dessus. À partir du moment qu'il y a un gardien d'avenir de disponible, le Canadien, c'est ça qui manque à son noyau de jeunes. Un vrai bon gardien numéro 1. Moi, je vais avec cette stratégie-là. Puis le 5, on ne touche pas. Le 5, on ne touche vraiment pas. À part si tu penses que David Reinbacher, Ryan Leonard, qui sont les deux joueurs que le Canadien aurait de l'intérêt aussi, vont sortir plus bas qu'il y a 5. Fait qu'à la limite, tu reçois des offres puis tu sais que 6, 7, ces joueurs-là, tu les veux vraiment puis ils vont sortir là. Tu peux descendre si tu veux. Mais je garde le 5e choix. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est sûr que je garde le numéro 5. Bon, messieurs, on ramène des jeux de la bonne vieille notif. C'est bon, ça. Ça de très hâte. Je pense qu'Oli en a déjà connu quelques-uns. Henri, pour lui, c'est une petite nouveauté.
On va commencer ça soft, messieurs, avec les face-à-face. Les face-à-face, c'est simple. Moi et Andy, qu'on salue, la semaine passée, après l'émission, on a décidé de trouver 3 face-à-face. Donc, entre 2 attaquants, deux defs et un goaler. On a décidé de faire des face-à-face et je vous montre ça déjà là. Messieurs, vous voulez commencer par quelle position? Moi, je commencerai attaquant. Attaquant? Henri, attaquant. T'as l'air pas mal à suivre le choix de Ced, Oli aussi. Ouais. Donc, messieurs, dans leur prime, je dis bien dans leur prime, est-ce que vous choisissez Hansi Kopitar ou Pavel Datsyuk? Je peux te répondre immédiatement. Oh! Ok, vas-y. Je choisis le magicien. Hey, Pavel Datsyuk dans son prime, là, tu veux pas avoir ça quand il vient. Tu veux pas être à défense. Tu veux pas être à défense quand Pavel Datsyuk vient vers toi. Là. Excuse-moi, là, mais il a fait des highlights où il mettait des gars à terre en déjouant avec ses mains. Ce gars-là est un magicien. C'est pas pour rien qu'il y a une feinte à son nom aujourd'hui. Le gars, c'était juste magique. Écoute, tu le regardais, là, ça te donnait envie de jouer au hockey. Puis ça, c'est sans oublier toutes ces nominations au trophée Selke pour le meilleur attaquant défensif aussi. C'était une brute défensivement. Pour vous, Datsyuk, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un de mes joueurs préférés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Donc, moi, je rejoins Henri dans le bateau de Pavel. Mais vous, messieurs, Ced et Oli, est-ce que vous avez un choix différent? Moi, je vais vous suivre pour Pavel Datsyuk. Tu suis pour le Pavel? Ben oui. Et donc, Oli, est-ce que tu casses la baraque ou tu vas suivre? Ouais, je vais suivre, même moi sans hésiter. Mais juste mentionner, parce que là, on a l'air de penser que, on doit dire que Kopitar est un mauvais joueur. Mais si je peux dire quelque chose par rapport à lui, je sais que tu as parlé en question dans leur prime, mais ce que j'aime de dire Kopitar, c'est qu'encore aujourd'hui, rendu en fin de carrière, on voit que le gars, il a encore un très gros impact sur les Kings de Los Angeles. Puis juste voir un joueur continuer de performer après autant d'années dans la ligue, ça démontre à quel point c'est un joueur de qualité. Puis on s'entend que si Patrice Bergeron n'existait pas, il y aurait plus de trophées Selke. Ah oui, 100%. Oui, c'est sûr. C'est tout le temps lui qui finissait deuxième derrière le Patrice. Donc, OK, on s'entend tous sur le premier. Est-ce qu'on s'entend sur le deuxième? On y va avec les défenseurs, j'imagine? On peut. Donc, dans leur prime, messieurs, est-ce qu'on y va avec un prime Drew Doughty ou prime Brent Burns? Celui-là, je trouve, il est plus compliqué, par exemple. Celle-là est beaucoup plus compliquée. Est-ce qu'il y en a un qui est déjà prêt à se mouiller? Oli, OK, vas-y. Là, tout le monde va dire « Ah, tu vas prendre Burns à cause des Sharks. » Je sais que Babin dit ça. Mais non, malgré que Brett Burns, c'est un des défenseurs préférés, je vais y aller avec Drew Doughty. OK. Écoute, ce gars-là, je sais pas, c'est... Quand je le vois, là, je regarde juste la photo, je pense même pas à des highlights. Ce gars-là, il apporte de l'offensive et de la défensive. On l'a vu pour ses feintes, sa robustesse, mais c'est aussi son leadership. Puis oui, je sais que Burns aussi, c'en est un qui apporte beaucoup de leadership. Mais Brett Burns a été échangé. OK? Doughty n'a pas été échangé. Moi, je pense que ça fait juste démontrer... Bon, vous allez me dire, oui, Burns, il voulait jouer pour une autre équipe, mais peu importe. Moi, je trouve que juste par cet aspect-là, ça démontre à quel point Drew Doughty a été inséré dans la culture des Kings. Je veux dire, ce gars-là, moi, quand je pense aux Kings, un des premiers noms qui me vient en tête, c'est pas le premier, c'est Drew Doughty. Oui. La même affaire que Jonathan Quick, même s'il a été échangé. Moi, quand je pense aux Kings, c'est à Quick que je pense. Tu sais, Doughty, je trouve qu'il a apporté tellement à la culture à Los Angeles. En tout cas, moi, je vais avec Drew Doughty. Ça, avec Drew Doughty. Henri et Ced, est-ce qu'il y en a un qui veut se mouiller? Ou Henri, vas-y. Comme Olivier, j'y vais avec Drew Doughty. Moi, c'est les Coupes Stanley qui parlent en arrière de ça. C'est pas rien. C'est un gagnant. C'est un gars qui se bat à tous les matchs pour donner. Et j'enlève rien à Burns comme j'enlèvais rien à Andy Kopitar non plus dans la dernière face-à-face. Mais Drew Doughty est pour moi plus mythique pour son équipe que Burns l'a été pour la sienne. Burns a été beaucoup côtoyé des bons défenseurs aussi. Il a été avec Carlson. A été avec Marc-Edouard Vlasic, qui était pendant une bonne période de temps un très bon défenseur. Drew Doughty, ça a été plutôt on and off. Je pense que tout le temps, pas mal, été le meilleur défenseur de son équipe. Alors, c'est pour ça que je pense que dans son prime, Drew Doughty est un meilleur défenseur que dans le prime de Burns.
Écoutez, moi, je vous rejoins là-dessus. Vous avez d'excellents points. Encore jusqu'à hier, j'avais de la misère à me décider entre ces deux défenseurs-là qui sont des brutes dans leur prime, surtout dans les matchs qui s'opposaient. C'était tellement beau à voir. Mais je trouve que la solidité défensive de Drew Doughty, son côté physique, paraissait beaucoup plus sur la glace que Brent Burns. Brent Burns était bon défensivement, il avait un bon physique. Mais Drew Doughty amenait ça à un autre niveau au point que ça pouvait motiver ses coéquipiers. On l'a vu en série lors de leurs 2 Coupes Stanley. Ça a été quelqu'un de très, très, très important. Oui, Burns a été important lors de la finale de la Coupe Stanley des Sharks, mais il n'a jamais réussi à y retourner ou à faire des longues séries, souvent comparées aux Kings. Drew Doughty, Ali, tu as un bon point en disant que quand on pense aux Kings, on pense à Drew Doughty. Burns, oui, il est bon, mais il s'est fait échanger 2 fois. Il faut oublier qu'il est allé au Minnesota aussi. Donc, je suis d'accord avec toi que Drew Doughty est un exemple de longévité avec son équipe et habituellement, même si c'est plus les meilleurs défenseurs quand ils restent longtemps avec leur équipe, c'est parce qu'ils sont un exemple de la culture. Finalement, Ced, tu y vas avec qui? Je vais avec Doughty aussi pour l'ensemble de l'œuvre. Puis comme tu as dit, Doughty est un peu plus. En fait, pas mal plus solide défensivement que Brent Burns. Je vous suis là-dessus, les boys. Bon, mais messieurs, là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. On n'a pas eu de débat. On n'a pas eu de débat parce qu'on s'entend tous. Je m'en doutais que ça allait arriver avec Andy. On s'en doutait. Fait qu'on a mis un débat de gardien plus sauce saison 2022-2023. Est-ce que vous y allez avec Logan Thompson ou Philippe Gustafsson comme gardien de but? Moi, je vais me mouiller tout de suite. Je vais aller avec Philippe Gustafsson. Philippe Gustafsson, pourquoi? Ben, honnêtement, je te dirais, j'ai pas de raison en particulier parce que les deux, pour moi, sont 2 très bons jeunes gardiens. Mais c'est juste juste une question de préférence envers Philippe Gustafsson. J'aime mieux sa façon de garder les buts, juste comment qu'il. Tu sais, je trouve qu'il a pas l'air stressé quand il goal. Puis même ses statistiques aussi. Tu sais, un étoile efficace de 931 pour une moyenne d'évaluée de 210 en 39 matchs. Je trouve que c'est assez remarquable, surtout avec le Wild. Puis aussi, la raison, c'est que justement, une des raisons, il est avec le Wild, donc il est encadré par Marc-André Fleury. Même, on a beau ne pas aimer Marc-André Fleury, je pense que ça reste quand même l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Quand je dis l'un des meilleurs gardiens, ça peut être un top 15, top 20, top 25, mais ça reste l'un des gardiens les plus emblématiques de la Ligue nationale, je peux dire comme ça. Oui. Il a gagné 2 ou 3 Coupes Stanley, je me souviens plus. Mais moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'il soit dans les culottes de Fleury. Fait que moi, pour ça, j'y vais avec Gustafsson. OK. Est-ce qu'on a une autre personne déjà prête à se tremper? Henri, vas-y. J'ai réussi avec Philippe Gustafsson parce qu'il m'a vraiment impressionné dans les chiffres qu'il a mis cette saison. Ça a été une excellente saison pour Philippe Gustafsson. J'enlève rien non plus à Logan Thompson, qui a été super, super aussi cette année. Mais juste pour l'équipe devant lui aussi, je pense que 2 très bonnes équipes, les 2 ont fait les séries. Mais je pense que Philippe Gustafsson a peut-être plus d'adversité que Logan Thompson. Mais c'est pas une très grande différence non plus. Mais honnêtement, ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Mais de préférence, juste pour la petite saison princesse qu'il a eue, Philippe Gustafsson, ça serait mon fait. Et toi, Oli, finalement? Malheureusement, je vais suivre les garçons. Il n'y aura pas de débat ce soir. Le Gus? Ouais. Pourquoi le Gus? Ben, écoute, je fais ça rapidement, là, mais c'était comme tu sais, les gars ont pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire. Là. Moi, personnellement, je préfère le style de Gustafsson, mais comme le dit Ced, en manière d'encadrement, je pense que Philippe, il est mieux encadré avec Fleury. Tu sais, du côté de Thompson, il a affiché de très bonnes statistiques, mais il faut regarder aussi l'équipe qui est en avant. Le Vegas a une très bonne équipe. Je veux dire, il y a beaucoup de gardiens de but qu'on. Je vais pas mettre Thompson. On parle pas de stats gonflés, là, mais. Non, mais c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de goals-là qu'on surestime, j'ai l'impression, à cause de l'équipe qu'on a en avant de la patinoire. Puis j'ai l'impression que Thompson, sans vouloir, je lui enlève absolument rien, c'est un excellent gardien de but, mais j'ai l'impression qu'il y a des meilleures stats avec ce qu'il y a en avant de lui. Défensivement, offensivement, il y a une très grosse équipe.
Tandis que, je sais pas, le Wild, je trouve qu'ils ont une excellente équipe, mais beaucoup moins de profondeur que ce que Vegas affiche. Donc, Gustafsson a d'excellentes statistiques, puis je trouve qu'il mérite. Fait que, ouais, j'irai avec lui. Merde! J'y vais avec le Gus! Mais oui, pour les raisons que vous avez toutes dit, évidemment, mais aussi par la preuve de caractère qu'il a démontré. Ça a été une recrue repêchée par les Pingouins. Il a été échangé, je ne me souviens plus du chemin par cœur, mais il a été échangé aux Sénateurs d'Ottawa. Pas réussi à s'établir comme gardien numéro 1 à Ottawa ou numéro 2. On l'échange à San Jose. Toujours de la misère à s'établir jusqu'à temps qu'il prend le chemin du Wild du Minnesota, où enfin il réussit à s'établir comme un des meilleurs gardiens, du moins de cette saison. On ne sait pas si ça va se répliquer l'année prochaine, on espère pour lui. Donc, selon moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime mieux Gustafsson, en parlant aussi de son style de tout ça. Et Thompson, il y a une bien meilleure équipe devant lui, donc une équipe qui peut mieux répondre à ses attentes. La preuve, c'est en finale de la Coupe Stanley et Paul Wild. Donc, la raison s'explique là aussi. Donc, je vous rejoins avec le Gus. Mais là, messieurs, ça part pas bien. Fait que le deuxième jeu, il va en emmener de la compétitivité. On est obligé. Seth, je te laisse le nommer. C'est quoi le deuxième jeu? La signature. La signature, les boys. Comme vous avez vu dans le plan de match, j'ai mis des rôles au hasard. Le joueur sélectionné a été mis au hasard selon les listes qu'on a d'agents libres sous la supervision d'Andy qui m'a vu aller, bien évidemment. On a mis 10 joueurs dans une roulette. C'est tombé sur nul autre que le plus gros agent libre de l'été, Patrick Kane, qui est un bon départ pour la première signature, je crois bien. Ça met la barre haute. La barre est très haute. Donc, déjà là, quand la signature, on le fait, il y a le joueur, il y a son ancienne équipe, donc les Rangers de New York, qui font partie des 3 équipes. Et donc, ce qui veut dire les 2 autres, il fallait mettre ça dans une roulette. Et il y a eu les Canucks et l'Avalanche du Colorado qui a été sorti. On s'entend que c'est 2 équipes qui sont loin d'être dans la même phase de développement. Donc, si je ne me trompe pas, Oli, tu es Patrick Kane. J'ai été attribué aux Rangers de New York. Henri, tu es l'Avalanche du Colorado. Et Ced, tu es les Canucks de Vancouver. Et donc, le jeu est simple. Oli va commencer en se présentant sous le nom Patrick Kane, va expliquer qui il est, et va faire sa demande de contrat aux équipes. Ensuite, avec le choix à Oli, il va décider quelle équipe va parler en premier. Et l'équipe a un maximum de 3 minutes pour se vendre à l'agent libre et donc le convaincre de signer un contrat avec lui. Au bout des 3 minutes, il faut déposer une offre de contrat officielle. Si l'équipe n'a pas la masse salariale, si l'équipe n'a juste pas la masse salariale, elle doit expliquer à Patrick Kane les mouvements qu'elle devra faire pour le signer. Et c'est là que la signature devient très dure. Alors, messieurs, Oli, je te laisse te présenter. Tu es sur le marché des agents libres. Tu portes le numéro 88. Explique-nous qui tu es. Ah, là, je me sens chaud. Je me sens dedans. Je me sens dans la game. Patrick Kane, comme vous l'avez vu au cours des dernières années, je pense que j'ai prouvé quel type de joueur et ce que je peux apporter à une équipe. Malheureusement, je n'ai pas connu d'excellentes séries avec les Rangers, comme l'équipe d'ailleurs. En tout cas, c'est un autre détail. Mais dès mon arrivée avec les Rangers, mon impact ne s'est pas fait autant ressentir que souhaité. Comme vous l'avez vu dans les derniers jours, là, j'ai eu une blessure. Je vais devoir me faire opérer. Donc, j'explique un peu mes mauvaises performances à cause de cette blessure-là qui traînait. Maintenant, ce que je recherche, étant un joueur quand même assez vieux, j'aimerais m'afficher avec une équipe qui a des chances de remporter la Coupe Stanley dans les prochaines années. Donc, ça lance une flèche, là. Ouais, je vois pas. Il peut mieux fermer sa caméra. Non, mais je cherche une équipe qui peut compétitionner pour faire les séries et aller loin en série parce que j'aimerais gagner une autre Coupe Stanley. Je pense à un contrat en termes d'années. J'aimerais que ça tourne, pour pas trop pousser ça, mais autour de 2 à 4 années. Et pour le salaire, mon cher? Pour ce qui est du salaire, j'ai hâte d'entendre vos offres, mais j'aimerais que ça tourne autour de ce que je touchais déjà un peu avec les Hawks.
Donc, on est dans les coins des 10 millions. Oui, mais un peu moins. Comme j'ai dit, je suis conscient que je suis vieillissant. OK. Mais je vois un très gros impact sur votre top 6, même top 3. Donc, si vous voulez un chiffre en tant que tel, j'irais là, entre un 6,5, mettons 8 millions. 6,5 et 8 millions. OK. Donc là, mon Patrick, tu as 3 équipes. Laquelle tu veux entendre parler en premier? On va commencer par celle que je vais éclairer, fait que les Canucks. On va aller avec les Canucks de Vancouver. Donc, Ced, la parole est à toi, mon cher. Bon, ben, mon cher Patrick, moi, pour commencer, étant donné que j'ai moins 600 000 sur ma masse salariale, je me départis premièrement de Connor Garland. Moi, personnellement, c'est un joueur que je porte pas dans mon cœur, mais bon. Et il gagne quand même 5 millions, fait que ça fait amplement... ça commence un peu à faire du sens. Et je me débarrasse également de Ilya Mikheyev. Ce qui me donne approximativement un 9 millions. Donc, je vais t'offrir un contrat de 2 ans pour 9 millions par année. On a une bonne jeune équipe. Est-ce qu'on va gagner la coupe dans 2 années, dans les 2 prochaines années? Je vais faire tout en mon possible pour que ça arrive, étant donné que je veux que tu viennes me voir. Puis, je sais qu'avec un joueur comme toi, ben déjà là, on peut devenir prétendant à la coupe. Puis, je vais m'arranger pour faire les mouvements nécessaires pour que tu aies ta coupe Stanley. Est-ce que le discours est fini, Seb? Ouais. Donc, pour répéter, après 1 minute 13, quelle est l'offre de contrat? 2 ans pour 9 millions par année. 2 ans, 9 millions par année. OK. Maintenant, Oli, quelle équipe veux-tu entendre entre ton ancienne qui est les Rangers ou l'Avalanche? Le beau bonhomme avec l'Avalanche. On va aller avec Henri et l'Avalanche du Colorado. Henri, la parole est à toi. Bonjour, mon beau Patrick. Dans le fond, nous autres, le plan est simple. Nous voulons gagner la Coupe Stanley et nous voulons la gagner avec toi. Dans le fond, ce que je te propose, c'est d'être aux côtés de nul autre que Nathan MacKinnon et de notre capitaine. C'est Landeskog ou c'est Rantanen qui est blessé pour l'année prochaine? C'est Landeskog. Landeskog, ok. Bon, ben avec Rantanen sur la première ligne aussi. Et nous t'offrons le premier rôle de power play aussi. Nous t'offrons un contrat honorable de 2 ans, 8,5 millions par année. Mais je le sais que c'est un peu en bas ce que tu recherches, sauf que pour toi et ta famille, nous t'offrons 2 ans d'épicerie gratuite. La carte métro. Et aussi un abonnement de 3 mois à la quincaillerie la plus proche pour tes petites rénovations de ta nouvelle maison dans le Colorado. Alors, ce qu'on veut, notre plan, c'est gagner la Coupe Stanley. On l'a fait l'année passée. On n'a pas réussi cette année parce qu'il nous manquait toi, mon beau Patrick. Et là, cette année, l'année prochaine, ce que nous espérons, c'est se rendre encore plus loin. Et le petit espace entre le 13,3 millions qu'on a de cap et ton 8,5, ça va être pour approfondir cette belle équipe qui va être désormais la tienne en ce 1er juillet. Oh, wow! Oh, wow! Bon, ben, déjà là, je suis plus dans le game, à part. Je pense que tu n'étais déjà pas. OK. Donc, ça nous amène aux Rangers, qui est moi. Donc, mon cher Patrick, le temps est compté pour moi. Alors maintenant, mon cher Patrick, comme tu as vu, on n'a pas réussi à aller plus loin que le premier tour. Tu as voulu venir ici. Je m'en excuse, c'est ma faute. Donc, ce que je vais faire, on va se débarrasser de Vincent Trocheck. Vincent Trocheck est, oui, un bon deuxième centre, mais ça nous permet de clairer 5,6 millions. Avec ce 5,6 millions-là, ça nous permet d'avoir plus d'espace salarial. Il faut re-signer K'Andre Miller, qui est un de nos meilleurs défenseurs. Tu sais, tu joues avec. Donc, on va signer K'Andre Miller et je vais signer des attaquants qui vont nous amener plus de profondeur et du grit. Tu as pu le remarquer, c'est ça qui nous manquait pour aller plus loin en séries éliminatoires. Donc, je vais ramener Tyler Mott et je vais essayer d'aller chercher des Ryan Reeves, des Marcus Foligno, des gars qui vont t'emmener, qui vont t'aider à motiver à aller
te battre lors des séries éliminatoires. C'est ça qui te manquait. Malheureusement, j'ai décidé de te choisir à la place de Vladimir Tarasenko. Je sais que tu peux nous amener beaucoup plus aux Rangers que Vladdy Daddy. Je vais te faire jouer avec nul autre que ton collègue de Chicago, Artemi Panarin. Il serait très déçu si tu pars, car ça fait longtemps qu'il sait que tu sais qu'il voulait jouer avec toi, même s'il est parti de Chicago. Je vais te faire jouer avec notre meilleur joueur, Mika Zibanejad aussi. Tu sais, tu as connu beaucoup de succès avec eux pendant la saison. Même si ça fait 4 à 6 mois que ton absence va faire mal à l'équipe, on sait quand tu vas revenir, tu vas être quelqu'un d'excellent avec nous. On va t'aider à chercher ta maison. On va payer les 6 premiers mois de ta location à New York sur Times Square. On sait, ça coûte la peau du cul. Mais on va t'aider à payer cela. Et on va pouvoir aussi t'impliquer dans les décisions de l'équipe à la date limite des transactions et dans le choix du prochain coach. Tu le vois avec le coach, on veut aller chercher, selon les rumeurs, des entraîneurs d'expérience entre John Hines et la Violette. On va te laisser le choix avec d'autres joueurs, évidemment, mais ta parole aura une plus grande portée dans le choix de l'entraîneur. Et on t'offre un contrat d'une durée de 2 ans à 8,8 millions de dollars par année. J'ai fini sur ce point. Alors, Monsieur Patrick, quelle est ta décision finale? Écoute, c'est un choix très, très difficile, ma foi. Là. Les Canucks, quelle offre! Wow! Non, malheureusement, le choix pour moi n'est pas si difficile que ce qu'on pourrait croire. J'aime beaucoup Panarin, mais malheureusement, c'est la fin pour moi avec les Rangers. Ça a été une expérience de courte durée. Avec les Canucks, yes! Mais je peux pas refuser l'offre du Colorado. Et puis, je pense que le Colorado a l'équipe pour gagner la prochaine Coupe Stanley. Et puis, on promet de l'excellent temps de jeu, mais c'est surtout la carte de points métro qui me donne plus de goût. Ouais, c'est ça. Je savais que j'avais perdu rendu là. Fait que pour cette raison, je vais signer avec notre collègue Henri. Bravo, Henri. Bravo. Merci. Bravo, Henri. Tu viens de signer Patrick Kane. Vous venez de l'entendre ici même sur NDS en primeur. Patrick Kane va signer avec l'Avalanche du Colorado à cause qu'il y a eu 2 ans d'épicerie gratis. C'est quand même un très bon argument de vente. On va pas se le cacher. Henri, t'es un... J'ai essayé de faire ce que Columbus ont essayé de faire avec Panarin, avec la vodka, mais ça n'avait pas marché. Là, mais... Ah oui, c'est vrai! C'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié ça. Messieurs, si vous avez aimé le jeu? Oui. Vous avez aimé le jeu? Moi, je dis, les gars, ici même, le hasard décide qui sera le prochain agent libre entre nous. On va faire ça vite. Oli, malheureusement, vu que tu l'as déjà été, tu vas être obligé d'être un dirigeant. Je sais, c'est décevant. Alors, maintenant, sous la supervision de la fameuse roue que vous voyez ici, Oli, je te laisse souffler. Oh, wow! Il est un magicien, Oli. Les effets du montage. Alors, le prochain gars entre nous qui sera l'agent libre c'est moi. C'est moi. Donc, il y aura des choix au hasard durant la prochaine semaine avant l'émission. Et on va voir qui sera l'agent libre choisi. Messieurs, j'espère que vous avez aimé ces mini-jeux, ce podcast. Oui. Oui, parfait. Ça. Merci, Seth, d'avoir répondu. De notre côté, on se revoit mardi prochain en espérant que la coupe n'ait pas été gagnée d'ici là pour continuer à vous en parler. C'était Lauric Salvaille en compagnie de Henri Babin, Cédric Crosto-Jacques, alias Travailleur de chez Bell, et Olivier Lecourt. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.